Bon, eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette session table ronde sur les business models, les modèles d'affaires de l'open source et du libre. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Amel Charleux, je viens de l'Université de Montpellier. Je suis chercheur à l'Université de Montpellier et je travaille justement sur cette thématique des modèles d'affaires dans l'open source et également sur les relations concurrentielles qu'entretiennent les sociétés qui évoluent un petit peu dans cet environnement qui peut être considéré comme atypique pour beaucoup de chercheurs en gestion et en management. Voilà. Alors aujourd'hui, pour discuter tous ensemble, on a 3 invités prestigieux. Alors, nous avons René Gouin de la mairie de Marseille, et donc, qui est directeur des projets et logiciels informatiques. Donc, grosse structure, mairie de Marseille, hein, on va en discuter. Ensuite, Thierry Benita, qui est fondateur et directeur de la société Adreal. Et enfin, Sylvain Arbaudy, qui est ingénieur avant-vente de MariaDB, que je suppose vous connaissez tous. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de présenter un petit peu vos entreprises, vos fonctions, et puis un petit peu votre point de vue sur les business models de l'open source. Et puis ensuite, on pourra enchaîner sur des questions et des discussions. On aura aussi un temps d'échange avec vous, si vous avez des questions, si vous souhaitez rebondir sur des choses qu'on aura vues. Voilà, surtout, il ne faudra pas hésiter. Je vous propose de commencer, René ? Bonsoir à tous. Donc René Gouin, ville de Marseille. Je profite des premiers instants pour remercier Sébastien qui nous invite chaque année au LibD et je sais le travail que ça représente pour lui. Et nous sommes toujours très heureux de participer. Le logiciel libre, c'est un sujet qui intéresse la ville de Marseille, à tel point qu'on est labellisé depuis 3 ans par la DULAC comme territoire numérique libre au niveau 4, ce dont on est assez fiers. Pour parler du sujet qui nous intéresse. Donc nous avons à la ville de Marseille un certain nombre de logiciels libres et nous avons plusieurs modèles sur ces logiciels libres. Juste pour situer le problème, la ville de Marseille, il faut que vous le sachiez, c'est quand même 12 000 agents, c'est 450 applications, c'est un peu plus de 1000 VM, c'est 180 sites distants avec tous ces sites interconnectés en réseau. Donc, je voulais vous parler, on a 3 modèles qui sont assez parlants qu'on utilise aujourd'hui. On a un logiciel de GED qui s'appelle Alfresco, que vous connaissez tous sans doute, pour lequel on a commencé à travailler avec la partie libre. Et au bout d'un certain temps et assez rapidement, on a choisi de passer sur la licence d'entreprise parce qu'elle convenait beaucoup plus à nos besoins, elle répondait à des fonctionnalités dont on avait besoin, elle corrigeait un certain nombre de dysfonctionnements qu'on avait constatés. Et du coup, on se retrouve avec un logiciel libre choisi au départ, en partie parce qu'il était libre, avec un modèle d'un logiciel non libre, puisqu'on paye une licence à l'éditeur qui nous donne un certain nombre de services et de corrections. Le deuxième logiciel qu'on utilise, qui est un petit peu différent, c'est le logiciel RSEM, qui est aussi connu sous le nom de EPM, qui est un logiciel d'aide à la rédaction des marchés publics, qui est un logiciel libre, qui a été développé sur un cahier des charges de la ville de Paris et qu'on a choisi chez nous aussi pour faire ces fonctionnalités-là. Alors, du coup, sur ce logiciel-là, on a un contrat de maintenance. C'est un contrat de maintenance qu'on a attribué après un appel d'offres ouvert et qu'on a attribué du coup à l'éditeur de logiciel. Et je dis du coup à l'éditeur de logiciel parce qu'en fait, on choisissait un logiciel libre en se disant qu'on allait avoir plusieurs candidats possibles et un choix de gens en capacité de maintenir un logiciel libre puisque le code est accessible à tous et que c'est des technologies suffisamment courantes pour que beaucoup de sociétés puissent candidater. Et en fait, on n'a eu qu'une réponse. Et donc, forcément, pas le choix. Et du coup, on travaille l'éditeur logiciel. Et du coup, on n'est pas forcément content, parce qu'on n'est pas forcément content du service qui nous est rendu. On pourra en parler plus longuement tout à l'heure, si c'est nécessaire. Et enfin, on travaille sous un autre modèle, sur un 3e logiciel qui est
pour le coup, un logiciel que nous avons largement contribué à développer, puisque c'est le logiciel des permis de construire à la ville de Marseille, de l'attribution et de l'instruction des permis de construire, qui s'appelle OpenADS, qui a été bâti sur une base d'un logiciel qui existait déjà à la mairie d'Arles et dont on a confié le développement après appel d'offres à Tréal, à Thierry Benita, la société de Thierry Benita qui est ici, et qui est aujourd'hui, je dirais, le meilleur logiciel sans aucune forfanterie d'instruction et de gestion des permis de construire. Et pour le coup, sur ce logiciel-là, qu'on a fait construire et développer par Atreal, vraiment sur le mode du cercle vertueux du libre, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait développer ce logiciel et on a reversé toutes les sources dans la forge pour qu'il soit disponible par tous et partagé par tous, puisque philosophiquement, on voulait aller dans le libre en contribuant à ce cercle vertueux. Aujourd'hui, on a une maintenance sur laquelle on a fait un marché de TMA dans lequel on a inclus cette partie-là. Et du coup, on a une maintenance avec un prestataire qui est une société de service importante. Et on a notre ami Thierry Benita, qui est l'éditeur du logiciel et qui est en quelque sorte le propriétaire de la forge, ou le titulaire, le garant de la forge. On a Thierry Benita qui est sous-traitant de cette société pour nous garantir, je dirais, une technicité et une compétence fonctionnelle sur le sujet qui nous permet d'être, nous, Ville de Marseille, sereins sur les évolutions et sur le suivi des évolutions qui seront faites. Alors, tout ça pour en arriver au fait que la Ville de Marseille, si elle choisit du libre, c'est aussi parce que à côté du libre ou avec le libre, il y a un modèle économique, mais vu du côté du client, qui devrait, en tout cas, être source d'économie. Aujourd'hui, le constat que fait la Ville de Marseille, pour des raisons, je dirais, de volume, du nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir sur ces logiciels-là, pour des raisons de volume de données et pour des raisons d'automatisation de certains traitements qui ne peuvent pas être faits manuellement à la Ville de Marseille, compte tenu de ce que je viens de dire, nous ne constatons pas aujourd'hui d'économie ou l'économie qu'on aurait pu attendre. Donc il se pose la question en fait de comment contracter et comment juridiquement on peut travailler avec ces sociétés qui sont des sociétés éditrices de logiciels libres, sachant que habituellement, avec des éditeurs de logiciels, on fait des marchés de maintenance sans publicité et que c'est des marchés négociés sur le droit d'exclusivité que peuvent nous présenter les éditeurs. Or, dans le cas du logiciel libre, il n'y a pas de droit d'exclusivité sur le source. Ça veut dire qu'il y a toutes les sociétés qui connaissent la technologie. Et pour le coup, si on parle de PHP, il y en a un paquet, peuvent candidater à faire la maintenance et à modifier ces logiciels pour qu'ils fonctionnent. Or, ce que cherche la ville de Marseille, c'est à la fois une compétence technique, mais aussi une compétence technique, quand j'ai une compétence, une connaissance du code du logiciel, une compétence fonctionnelle sur les métiers, parce qu'on parle de métiers, hein, quand même, qui sont des métiers assez particuliers, et aussi une économie et pouvoir attribuer ces logiciels en fait à la société qui va garantir que tout ça va être bien fait. Or, aujourd'hui, on a du mal avec ça puisqu'on ne peut pas faire de marché négocié et du coup, on ne sait pas, a priori, si on va être avec la bonne société et l'éditeur de logiciels. Donc, c'est un petit peu ces questions-là aujourd'hui qui nous questionnent, nous, à la ville de Marseille. C'est comment, en choisissant un logiciel libre, avoir un retour sur investissement tout en ayant la meilleure garantie possible de l'évolution du logiciel sans faire de fork. Évidemment, l'objectif, c'est de ne pas faire de fork et de rester dans le cercle vertueux. Voilà. Bon, pour commencer, je vais me tenir là et je vais passer la parole à Thierry. Merci beaucoup, René. Bonjour à tous, donc Thierry Benita, moi je suis le gérant fondateur d'Atreal. Donc Atreal, c'est une société de services spécialisée en logiciel libre qui a été créée en 2003, donc il y a plus de 15 ans. On a vécu pas mal d'expériences. Alors,
me présenter, pour présenter un petit peu les différents modèles de logiciels libres et pour répondre en partie aux questions de René, mais pas à toutes, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais essayer de la faire rapide et faire en sorte que ça parle à tout le monde. Alors, c'est une histoire d'un agent d'une commune, à la ville d'Arles, qui crée un logiciel pour sa mairie. Et lui, son objectif, c'est de répondre aux besoins de sa mairie. Et en gros, le besoin, c'était quoi? C'était plutôt que payer une licence à un éditeur méchant qui lui demandait de repayer ses licences alors qu'il avait un outil qui lui convenait, pour convenance personnelle de l'éditeur, bien entendu. Et il dit, moi, j'en ai marre, je vais créer un logiciel qui réponde aux besoins fondamentaux de mes agents. Et il crée un logiciel de gestion des permis de construire. Ce logiciel, il est très imparfait, il est très incomplet, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et là-dessus, la ville de Marseille, je peux, René, qui donc a un logiciel d'un autre éditeur propriétaire qui s'est fait racheter en fait l'activité d'instruction des permis de construire par quelqu'un d'autre, se voit obligé de partir en marche forcée vers une transition vers un nouveau logiciel, sauf qu'ils ne veulent pas se laisser faire et ils décident d'enquêter sur tous les logiciels d'instruction des permis de construire possiblement envisageables pour une ville comme Marseille. Et ils partent faire un tour de France de tous les gros clients, en fait, de tous les éditeurs. Et ils découvrent qu'il y a cette petite pépite, on va l'appeler comme ça, de la ville d'Arles. Ils y vont aussi pour voir un petit peu ce que ça fait. Et ils reviennent et ils font leurs conclusions. Alors avant de continuer mon histoire, juste pour 2 points qui sont très importants. Le premier point, c'est que la ville d'Arles, elle a créé la première étape du logiciel libre, c'est-à-dire qu'elle a publié le code qu'elle venait de faire sous licence libre GPL. Et elle l'a publié dans le cadre d'une communauté qui s'appelle OpenMairie, en respectant des règles de publication, quelque chose qui soit propre, documenté, etc. Cette première étape, elle est très importante parce que c'est l'étape de l'initialisation d'un logiciel. Et dans le monde libre, la question de l'initialisation, c'est une question qui revient très très souvent. Et c'est vrai que là, il y a eu un apport en technologie de la ville d'Arles. Le deuxième point qui est très important, c'est que la ville de Marseille, si ça n'avait pas été publié, elle n'aurait jamais découvert que ça existait. Et donc, elle est rentrée dans une démarche de recherche active et pas juste attendre qu'on la sollicite en proposant des solutions sur étagère. Donc, il y a eu aussi une vraie démarche de la ville de Marseille. Donc la ville de Marseille analyse tout et dit finalement ce logiciel est très imparfait, mais ce qu'il fait, ça nous correspond aussi. C'est sécurisant, il manque beaucoup de fonctionnalités parce que nous on a beaucoup de besoins, mais plutôt que payer des licences et des formations et tout ce qui va avec à un éditeur, on va prendre le budget et on va le mettre dans du développement, on va contribuer à cette communauté. Et donc du coup, ils ont fait appel à nous, en l'occurrence, pour faire ce développement. Et pour porter, en fait, pour que ce soit intégré au tronc commun du logiciel, c'est-à-dire à l'existant et pas faire un spécifique ville de Marseille, parce que le but, c'est que cet argent public qui est dépensé, qui profite à l'ensemble de tous les utilisateurs potentiels. On est dans une démarche de mutualisation à très large échelle. Et donc, la ville de Marseille a choisi de faire cette contribution au logiciel. Donc du coup, la ville d'Arles, qui était l'initiateur de ce projet, pouvait bénéficier de cette nouvelle version et le cercle est bouclé. Après ça, cette version qui était très enrichie, elle a plu à d'autres utilisateurs qui, à leur tour, ont pu contribuer des choses. Alors évidemment, pas à l'échelle de la ville de Marseille, je tiens à le souligner, mais qui ont participé par leur contribution à l'enrichissement du logiciel. La ville de Marseille et de fil en aiguille, tous les utilisateurs ont pu en bénéficier. Ça illustre ce qu'on appelle le cercle vertueux du logiciel libre, mais ça illustre aussi la démarche de l'édition de logiciels libres sur code ouvert et public. C'est-à-dire que le fait de publier tout de suite, ça permet quand même aussi plus facilement l'adoption et la généralisation. Il y a une deuxième facette qui est révélée par cette petite histoire, c'est que pour que la diffusion opère correctement, il a fallu qu'il y ait en plus de l'acteur public un acteur privé, parce qu'aujourd'hui la diffusion, elle est surtout possible par le biais de l'acteur privé, qui est Atreal dans cet exemple, mais il y en a plein d'acteurs privés qui contribuent à diffuser du libre. Et l'acteur privé est un bon vecteur de diffusion quand il est dans une démarche de contribution au modèle. Et cette contribution au modèle, il faut vraiment en tenir compte, c'est un élément indispensable.
quand René parlait tout à l'heure de faire appel à l'éditeur, son objectif, ce n'est pas juste de dire il y a un éditeur, j'ai envie de lui passer commande. Son objectif, c'est d'optimiser la dépense. C'est-à-dire de faire que cette dépense, elle soit le plus bénéfique à l'ensemble des utilisateurs. Puis un deuxième objectif, c'est que si d'autres personnes font des dépenses, ben, il aimerait bien en profiter aussi pour la ville de Marseille. Donc du coup, il y a quand même une notion d'orientation de la dépense en amont qui est indispensable et qui doit prendre en compte le mécanisme de reversement au tronc commun. Il faut que cet aspect-là soit vraiment clairement identifié et clair. Alors, pour parler d'autre chose, donc nous, on intervient sur plusieurs types de logiciels avec plusieurs modes d'organisation. Donc, dans le cadre d'OpenADS, on a une casquette éditeur libre. Alors, la casquette éditeur libre, il y a le côté éditeur, on gère une feuille de route, on est garant de la qualité du code, on est garant de la veille réglementaire nécessaire pour le logiciel, on est garant de la sécurité du logiciel. S'il y a des failles de sécurité, on les corrige dans le cadre de la maintenance. Le côté libre, parce que tout ça, on le fait, mais en faisant en sorte que ça profite toujours à la collectivité, à l'ensemble de tous les utilisateurs, qu'ils soient ou non nos clients. Et du coup, tout le travail que l'on fournit, on le fait en fait sur une forge publique, de manière à ce que ça bénéficie réellement à tous les utilisateurs. Et il y a notamment des utilisateurs qui n'ont pris aucun service, qui sont organisés de manière très autonome, qui ont fait leur propre paramétrage et qui ont réussi à démarrer comme ça. Nous, dans notre vision de l'éditeur libre, on apporte aussi un savoir-faire et donc un paramétrage que l'on maintient sur les applications réglementaires pour garantir que l'application va répondre aux besoins de la réglementation à tout moment. Donc c'est un point qui est assez important. Il y a d'autres logiciels sur lesquels on a un fonctionnement qui est plus en communauté. Alors ce sont des logiciels sur lesquels on a beaucoup travaillé, mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont beaucoup travaillé. Et du coup, il n'y a aucun des deux qui a pris la position de dire je suis l'éditeur libre, mais par contre, ensemble, on forme bien ce volet de gouvernance en fait, et de feuille de route. Du coup, on est sur vraiment un fonctionnement en communauté. Quand on décide d'une évolution, on y décide à plusieurs. Le troisième volet, il y a des logiciels sur lesquels nous, on n'intervient pas du tout. On fait que du développement à la demande parce que ce ne sont pas nos outils. Donc ce sont d'autres logiciels qui sont aussi dans l'univers OpenMairie, mais sur lesquels on n'est pas allé très loin. Donc dans ce cas-là, on a plus une casquette de développeur et c'est souvent l'auteur qui est ce que l'on appelle le dictateur bienveillant, c'est-à-dire celui qui prend de manière autonome et sans que ce soit forcément piloté par une vision économique. En l'occurrence, c'est souvent des agents de communes qui ont, dans notre environnement à nous bien sûr, qui ont créé l'outil et qui en gardent le contrôle jusqu'au moment où ils considèrent que c'est légitime à d'autres personnes d'intégrer en fait la gouvernance, auquel cas on bascule en fonctionnement communautaire, ou de prendre le relais, auquel cas ça peut être soit un nouveau dictateur bienveillant, soit un éditeur libre, selon qu'il soit ou pas, qu'il fasse ou pas du service aux autres utilisateurs. Alors, indépendamment de ce côté de personnes qui ont la volonté de contribuer à un bien commun, il y a aussi les intégrateurs qui ont en point commun avec nous de vouloir rendre service à leurs clients. Et ça, c'est quand même le point le plus important, mais qui n'ont pas la volonté de reverser au tronc commun, parce que leur métier, c'est de satisfaire leurs clients, c'est pas de satisfaire une communauté dont ils n'ont pas grand-chose à faire, c'est assez clair. Et donc, du coup, enfin, parfois, ils ont volonté, mais parfois, ils ne l'ont pas. Voilà, je vais modérer un peu mon propos. Le client aussi peut pousser la volonté ou pas. Là aussi, deuxième modération de mon propos. Mais voilà, c'est pas la même chose parce que l'éditeur va avoir la vision à long terme de l'outil et la recherche d'une pérennité à long terme, là où l'intégrateur va plutôt avoir une vision à court terme, répondre à un besoin, qu'il soit en mutualisant ou sans mutualiser, mais pour les demandes express du client à un moment donné. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup Thierry, et c'est très intéressant ce que vous venez de dire, le fait que le client pousse dans un sens ou dans l'autre quand on est éditeur. Et une des questions que je me pose, c'est dans quelle mesure la nature du client, le type du client, si c'est public, privé, service, produit, etc., industriel, va jouer sur la définition du modèle d'affaires quand on est éditeur. Donc Sylvain, je vais te laisser présenter un petit peu MariaDB,
qu'on connaît, mais bon, voilà, tu pourras présenter un petit peu. Et en ce moment, justement, tu me disais qu'il y avait un petit peu des questionnements sur le modèle d'affaires. Et je pense qu'on pourra reboucler avec vous, Thierry, sur l'influence du client sur la définition du business model. C'est-à-dire à quel moment on pense au business model et surtout comment on le définit, avec qui on le définit. Est-ce qu'on le définit en fonction de ses propres intérêts, de sa propre philosophie? Est-ce qu'il faut prendre en compte la cible? Voilà, donc toutes ces questions, je pense que vous, tous les deux, vous allez pouvoir nous amener des réponses concrètes. Je confirme, on a des choses à dire sur le sujet. Donc d'abord, je vais commencer par présenter MariaDB. On va commencer par une petite levée d'ambiguïté. Il y a 2 entités MariaDB dans le monde, une fondation et une corporation. Moi, je travaille pour la corporation, qui est donc une entreprise à but lucratif. Ne nous y trompons pas. Et il y a donc une fondation qui, elle, est le garante du côté GPL du code MariaDB, serveur. Cette distinction est importante. Pour la présentation de la corporation, aujourd'hui, donc au 31 octobre, on était 200, très exactement pile poil tout rond dans le monde. Et pour faire l'historique, donc, il y a fort longtemps, un monsieur appelé Monty, finlandais de son état, a créé MySQL. Du coup, il a regroupé un certain nombre de personnes. Il a revendu sa société à Sun, qui a été rachetée dans la foulée par Oracle. Et Monty s'est fâché avec les gens d'Oracle. Il est parti. Et il a en fait créé un fork de MySQL qu'il a appelé MariaDB. Si vous voulez avoir toute l'histoire, MySQL, c'est pas MySQL, mais MooSQL, puisque c'est un prénom finlandais, Moo, le premier enfant de Monty. Le deuxième s'appelle Maria. Vous savez d'où viennent les noms. Aujourd'hui, effectivement, comme on disait, il y a quelques questionnements sur le business model, parce que pour l'instant, on a un business model assez classique. On édite un logiciel sous licence GPL, on le maintient, on fait des évolutions. Et donc c'est le modèle du service. Vous proposez du service autour de votre... Voilà, donc jusqu'à très récemment, on était vraiment exclusivement sur de la délivrance de services, donc support, remote DBA, formation et consulting. Sauf que quand on regarde bien les chiffres, la marge, elle n'est pas fabuleuse. On a aujourd'hui malgré tout un taux d'adoption du support qui n'est pas aussi fort que laisseraient penser les chiffres de téléchargement qu'on peut trouver qui sont publics. Effectivement, au niveau téléchargement, on se porte bien, on n'a pas à rougir, on se porte de mieux en mieux, ça nous arrange. Par contre, le taux de souscription support, effectivement, il ne monte pas dans les mêmes proportions. Donc au bout d'un moment, malgré tout, les gens qui font le développement du serveur ou des autres fonctions annexes, il faut les payer. MariaDB s'est monté en faisant appel à un modèle économique des VC, des venture capitalistes, autrement dit des investisseurs privés. Certains investisseurs publics européens aussi ont pris part dans l'affaire, mais du coup, ces gens-là, il y a un moment, il faut que l'entreprise crée de la valeur pour elle-même pour pouvoir continuer à investir. Et ces gens-là demandent aussi de la création de valeur pour eux. Donc la question, c'est comment fait-on aujourd'hui pour se faire payer sur un produit qui est totalement sous une licence GPL et qui ne changera pas? Et pourquoi pensez-vous que la montée en souscription n'est pas la même que la montée en téléchargement? Qu'est-ce qui pourrait expliquer Aujourd'hui, il y a 2 raisons, on pense. La première, c'est que dans le monde technique et technologique, les gens aiment bien le self-support. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir se supporter tout seuls. Et c'est vrai dans 99% des cas, on va dire, en tout cas tant qu'il n'y a pas d'incident. Le jour où il y en a un, c'est là où on s'aperçoit s'ils sont vraiment capables de s'auto-supporter ou non. Et parfois, la réponse est non, mais c'est trop tard. Et la deuxième raison, c'est, je pense, une perception de la valeur ajoutée de ces contrats de support. Chez MariaDB, on a fait un choix, c'est que le support, il n'est pas exclusivement réservé à la résolution d'incidents, il est consultatif. Donc les gens peuvent récupérer de la valeur pourvu qu'ils se donnent la peine de poser des questions. Et ils peuvent poser des questions de toute nature. Dans le pire des cas, si la question est trop compliquée, nécessite vraiment une intervention, ça leur sera dit et ça passera sur une question, donc du coup une politique commerciale. Est-ce qu'ils acceptent de prendre des jours de consulting chez nous? Est-ce qu'ils les prennent ailleurs? La question est... Voilà. Ça, c'est des questions qui se règlent entre nous et le client. Mais le résultat, en tout cas, de tout ça, est qu'aujourd'hui, il se pose la question en interne, est-ce que le modèle qu'on a est réellement supportable? La réponse est fort probablement non, vu qu'on est en train tout doucement de passer d'une société de service à réellement un modèle d'éditeur de logiciels. C'est-à-dire que déjà le premier mouvement a été fait l'an dernier, certains s'en sont peut-être aperçus, le consulting et la formation de MariaDB directement, pas de nos partenaires, est réservé aux clients sous support. Le remote DBA est un deuxième niveau de support et n'est plus accessible via des crédits extérieurs. Ça, c'est une nouveauté d'il y a quelques mois. Donc on a vraiment une volonté d'avoir justement que les clients soient sous contrat de support.
Le problème aujourd'hui, c'est de faire comprendre justement la valeur qu'ils ont dans ce contrat de support. Donc justement, le fait d'avoir un expert qui est vraiment à leur côté, 24/24, 7/7, certes, on peut le contacter que par mail, en anglais, c'est pas censément être trop un gros problème, ça peut le devenir dans certains cas, je le conçois. Le deuxième mouvement, parce qu'il y en a un deuxième qui a été fait, c'est de publier des outils autour de MariaDB. Outils qui seront sous des licences open source, mais pas nécessairement gratuites. Donc là, je pense à MaxScale. Pour la petite histoire, Max, c'est le troisième enfant de Monty. Du coup, voilà, MaxScale, proxy, dédié à MariaDB. Il fait plein de choses, du coup ça évolue presque pour devenir une gateway, mais ce n'est pas l'objet de la discussion. Il est sous licence BSL, Business Source License. Comment ça se matérialise? Le client, s'il veut l'utiliser dans un contexte de production, on entend bien, tant qu'il ne l'utilise pas en production, il fait ce qu'il veut. Pour l'utiliser en contexte de production, sur plus de 3 serveurs, c'est une double condition, dans ce cas-là, on lui impose, entre guillemets, l'achat d'un contrat de support pour 2 ou 3 ans. Ça dépend de la négociation commerciale qu'il fera avec les personnes dédiées. Personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça a posé problème. Maintenant, on en revient toujours à la question, comment on se fait payer pour le travail que l'on a fait, pour la valeur qu'on apporte au travers de ces produits-là. Voilà, la BSL, ça a été une tentative. Je ne peux pas vous dire ce qui va venir, il y aura des changements, je ne peux pas vous dire lesquels parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas décidés et ce n'est pas à mon niveau que ça se décide. Je peux participer au débat mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une question qui se pose, c'est comment on fait percevoir la valeur de ce que l'on offre déjà à nos clients et comment on se fait payer à ce que l'on estime le juste prix pour le client et nous en retour. Vous, du coup, Thierry, par exemple, dans votre cas, qu'est-ce que vous considérez être la valeur? Qu'est-ce que vous faites vraiment payer à la mairie de Marseille, finalement? Alors, bon, chez nous, la valeur, clairement, c'est l'expertise, à la fois technique et métier. Le fait d'avoir le couple des deux expertises, c'est-à-dire d'être capable de comprendre la réglementation, de comprendre les besoins des utilisateurs, du coup d'avoir une vraie vision d'une réponse à leurs besoins et une vraie connaissance technique de la meilleure façon de le faire, je pense que enfin, je sais pas, je laisserai plutôt René répondre. Alors, d'une manière générale, ce que je vous apporte Thierry, c'est ce qu'il vient de dire, c'est de l'expertise à la fois sur le logiciel libre qui est OpenADS et sur le métier de l'instruction et de l'attribution des permis de construire. C'est un métier qui est très réglementé et même si en interne on a la capacité à faire de la veille réglementaire, on a aussi de l'autre côté en face quelqu'un qui fait cette veille réglementaire parce qu'il s'est engagé au moins, je dirais, moralement par rapport à tous ses contributeurs et tous ses clients, du coup, à le faire et à apporter des modifications. Mais nous, ce qui nous intéresse, la ville de Marseille, c'est d'avoir le service rendu et bien rendu et le moins cher possible. Voilà, on va le dire comme ça, même si philosophiquement, on se dit que tout ce qu'on fait dans le logiciel libre, ça peut bénéficier à une communauté et ça peut bénéficier à toutes les autres collectivités. C'est bien, mais quand je veux dire à un contribuable marseillais qu'il a payé pour qu'un contribuable breton de je ne sais quelle cité bretonne ne paye pas, je ne suis pas sûr qu'il l'apprécie vraiment, mais il s'en fout un peu, il préfère moins payer lui. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est avoir un service rendu au moindre coût. Et avoir un service rendu au moindre coût, c'est chercher l'efficacité. Chercher l'efficacité, c'est pouvoir juridiquement s'adresser à celui qui sait et à celui qui fait bien. Voilà. Et celui qui sait et celui qui fait bien, c'est souvent l'éditeur. Mais l'éditeur, si on le met, je dirais, dans un mode un peu précaire et qu'on a quelques moyens de pression, il va faire mieux que s'il est tout seul de son côté, en se disant moi je suis tranquille, quoi qu'il arrive, c'est à moi qu'on va me demander les modifications parce qu'on peut les demander à personne d'autre parce que mon code il est protégé. Et voilà. Donc, la ville de Marseille est intéressée par ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois contribuer, parce que philosophiquement on se dit que contribuer, ça fait évoluer les choses et qu'en retour on peut aussi récupérer des contributions. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on se dit, quand on est dans un logiciel libre, à un moment donné, si on n'est pas content du service, eh ben, on peut toujours mettre un coup de pied dans la fourmilière, je le dirais comme ça, et puis aller voir ailleurs si c'est pas mieux. Voilà. Donc il y a ces deux aspects qui sont quelque part prégnants pour nous. Et du coup, si on revient un petit peu là-dessus, parce que dans les modèles d'édition, là, on parle finalement que du modèle du service,
mais il y a aussi le modèle de la licence enterprise, où on fait payer finalement une licence sur un logiciel qui est open source. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait quand même des avantages aussi à ce format-là quand on est client, finalement. L'avantage de la licence enterprise, c'est qu'on a un service qu'on paye et on a le service, il est rendu. Mais le désavantage, c'est qu'on se retrouve, le modèle du logiciel libre, il n'existe plus vraiment, quoi. Parce que la question qu'on se pose quand on est sous licence enterprise, il y a deux choses quand on est sous licence enterprise. C'est que en tant que client, on est de nouveau des clients, on n'est plus des contributeurs. Et on a philosophiquement, on change de position, je trouve. En tout cas, c'est la façon dont on le ressent à la ville de Marseille sur la GED. Et la deuxième chose, c'est qu'on se demande si on bénéficie réellement de toutes les contributions de toute la communauté. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on bénéficie d'un service premium et que du coup, on a toutes les évolutions que fait l'éditeur, on y a droit à toutes, sans exception. On a droit à un service apporté par l'éditeur qui est un service quand même de qualité. Mais quand même, il y a derrière ça toutes ces interrogations. C'est sûr qu'on n'a pas de vraie réponse aujourd'hui. On se pose quand même ces questions-là encore. Et ce que vous me disiez, c'est que vous avez aussi l'impression d'avoir moins de moyens de pression avec un éditeur qui vous propose une licence qu'avec un éditeur qui... C'est clair. C'est clair. À partir du moment où on est sous licence, eh bien, on n'a plus l'accès libre parce qu'on a eu du code supplémentaire par rapport au code qui n'est pas sous licence et que du coup, on n'a plus un accès libre à tout le code qu'on possède pour pouvoir faire un fork éventuel et se dégager des contraintes qui nous seraient imposées. Et Thierry, vous qui êtes fournisseur, justement l'éditeur, comment vous ressentez cette pression ? Comment on gère cette pression quand on est éditeur et qu'on a un modèle uniquement de service ? Parce que finalement, si on écoute René, c'est beaucoup plus intéressant pour l'éditeur d'avoir finalement une licence enterprise parce qu'on verrouille un petit peu son client. Et là, donc, on lui baisse un peu son moyen de pression. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, pour vous, c'est plus intéressant d'avoir ce moyen de pression. Thierry, vous, comment le vivez-vous ? Alors, on s'est posé la question, à un moment donné de l'expérience d'Atreal, de se dire qu'est-ce qui fait notre valeur ? Parce que c'est vrai que nous, on développe tout sous licence GPL, donc une licence réutilisable, on n'a pas de double licence. C'est un choix philosophique. Nous, on veut que la licence libre, elle protège l'utilisateur final. Si on met une double licence, ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit qu'on annule cette protection de l'utilisateur final. Donc, c'est un peu... en tout cas, ce n'était pas notre choix philosophique d'entreprise. Le fait de développer du code libre, ouvert sur Forge publique et sous licence GPL, effectivement, ça fait à un moment donné, d'une part, ça oblige à faire de la qualité, parce que les développeurs, ils ont tous le sentiment que le code qu'ils committent à chaque jour, donc toutes les modifications qu'ils font, seront lues potentiellement par d'autres développeurs. Donc du coup, ils ont envie que ce soit propre et du premier coup, et pas en publier du code qui soit buggé ou des choses qui n'iraient pas. Donc je dirais qu'au niveau de tous les développeurs, il y a une exigence de qualité qui est très importante. Nous, à notre niveau, que vous diriez on a une plus exigence importante de service qui est très importante aussi. Mais plus importante que quand on propose des licences entreprises, selon vous ? Qu'on a une exigence supérieure ? On a une exigence de service rendu qui est très forte. Alors, je ne sais pas si elle est toujours supérieure ou pas toujours supérieure, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est toujours au maximum. Parce que ce qui fait notre valeur, à un moment donné, ça va être le service rendu à l'utilisateur. Et donc, on va avoir envie d'être au top de la qualité de service. Et ça, je pense qu'effectivement, les entreprises qui sont éditeurs libres, qui ne font pas de double licence, qui publient tout leur code de manière exhaustive, s'ils veulent avoir des clients qui font appel à eux, il faut qu'il y ait quelque part, ces clients soient tous des ambassadeurs. Donc, il faut que la qualité de service soit ultime. Donc, je pense que oui, ça joue forcément là-dessus. Et puis le fait de se dire que le client, il peut à un moment donné fédérer d'autres utilisateurs parce qu'il est mécontent, il a trouvé d'autres utilisateurs mécontents, et ensemble, ils montent une nouvelle économie et ils font un fork, donc une nouvelle version divergente
du produit d'origine. Ça veut dire qu'à un moment donné, le logiciel, je dirais même à tout instant, le logiciel peut nous échapper, malgré qu'on en soit les auteurs ou les développeurs historiques. Ça coûte très cher de faire un fork, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est-à-dire qu'une entreprise qui accepte de faire le fork à un moment donné, donc c'est un peu votre cas, je vais peut-être te laisser en parler, mais elle accepte de prendre une énorme charge sur elle pour prendre connaissance de l'existant et pour arriver à le monter en termes d'image, se créer une nouvelle notoriété, avoir une clientèle et en fait être sur un modèle économique stable. Ça ne se fait pas tout seul. Donc du coup, le fork est toujours possible, mais c'est toujours une solution qui ne peut être que collective de la part des utilisateurs. Donc du coup, nous, on a malgré tout, le risque existe. Et on a parfois des clients qui disent nous, on va rester avec le code, mais on ne va pas rester avec le prestataire. Ça nous est arrivé une fois. Ça nous a fait énormément réfléchir. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et on a amélioré des choses. Voilà, ce genre de cas, ce genre de situation, effectivement, ça oriente fortement la philosophie de l'entreprise. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on est déjà pas mal en avance sur le temps. Là, j'aimerais accorder 5 minutes à la discussion avec vous. S'il y a des éditeurs, s'il y a des jeunes qui ont envie de monter quelque chose, qui ont des questions sur les modèles d'affaires. Oui. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment oui, complètement. quelque chose de fondamental. Bien sûr. Le deuxième point qu'il faudrait remettre en avant, c'est que le modèle du libre, il est avant tout orienté client. C'est le client qui doit faire respecter le modèle. Ce n'est pas un éditeur, ce n'est pas un intégrateur. C'est le client qui, lui, doit faire respecter l'éditeur, doit faire respecter l'intégrateur. Et il faut qu'ils comprennent bien le modèle. Mais tous ne le comprennent pas. Le modèle étant pur, la moindre défaillance fait que derrière, on se plante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour vous, ce n'est pas tellement l'éditeur qui est garant de son modèle ? Ça doit être le client qui est garant du modèle. L'éditeur, lui, publie un logiciel. Derrière, il y a un fork. Le fork est sain, pour moi. C'est quelque chose de très sain. Ça veut dire que le logiciel, pour X raison, ne convient plus. Après, un modèle sous licence ou support permet à l'éditeur de vivre. Mais il faut que l'intégrateur respecte aussi ce modèle. Mais il faut qu'il l'impose à son client. Il faut que le client l'accepte. Je suis intégrateur avec un éditeur. On contribue en payant, effectivement, nous, des licences qu'on fait payer à nos clients. Parce qu'on considère que la garantie de l'évolution, c'est que le client paye une souscription. Et ça nous libère, nous, parce qu'en fait, si demain, on n'est plus là, le client sera maintenu par l'éditeur. Vous êtes en position d'intégrateur, justement, en interface entre le client final et l'éditeur. Et c'est vrai que vous, René, c'est ce que vous disiez, vous teniez vraiment à ce que le projet reste ouvert, OpenADS. Vous avez joué ce rôle-là de garant de la liberté. Tout à fait. Lorsqu'on a fait l'appel d'offres de développement d'OpenADS sur la base qu'avait développée la mairie d'Arles, on a absolument tenu, on a écrit dans notre cahier des charges qu'on voulait absolument ne pas faire de fork et publier tous les développements pour qu'ils soient accessibles par tous dans la forge. Et je rajouterais effectivement qu'il y a des intégrateurs qui sont partenaires de l'éditeur. Et à ce moment-là, la démarche est totalement différente puisque l'éditeur, du coup, ouvre un canal de communication avec l'intégrateur et la relation est très saine. Il y a des partenaires, il y a des intégrateurs qui ne sont pas partenaires de l'éditeur. Et là, par contre, la situation peut vite déraper et être immaîtrisable. Donc je pense que peut-être le lien, c'est le partenariat avec l'éditeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Remarques, commentaires ? Merci d'ailleurs. On va clôturer ? Oui, je crois bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.